Le lendemain matin, Seigneur Belmont et le capitaine regardaient leurs hommes œuvrer dans le marécage. Une lourde brume grise s'était installée dans l'air et le ciel s'était voilé de son habituel front nuageux. Le soleil anémique de la région se manifestait à peine à travers les nuages, de sorte que l'aube ne montrait jamais de teinte de rose, orange ou jaune. Chaque matin, le ciel s'habillait d'un mélange homogène de bleu et de gris brunâtre. En de tels temps, Seigneur Belmont maudissait sa naissance sur ces terres inondées, où même la nature lui était hostile. Les chasseurs terminèrent d'armer leurs trappes. Ils les équipèrent de pièces de viande fraîche, toujours saignantes, et les glissèrent auprès de l'ermite en prenant soin de ne pas l'approcher. Avec un peu de chance, ils attraperaient un petit gibier à l'aide d'une des trappes d'ici la tombée de la nuit. L'ermite le consommerait, et le propriétaire du piège pourrait mettre une plainte à la cour. Mais la chance ne leur sourit pas, car seuls les corbeaux avaient répondu à l'appel. Ils s'étaient perchés à la courbe des branches, au sommet du tronc de l'ermite. Ils chantaient leurs incantations matinales, insoucieux de l'arbre. Ce dernier resta immobile durant de longues minutes, jusqu'à ce que, mu par un appétit soudain, il s'empara des pièces de viande. Les gueules métalliques se refermèrent sur l'extrémité des branches et s'élevèrent lentement avec elles. Les morceaux de chair perdirent leur couleur et se ratatinèrent jusqu'à ressembler des charbons. Seigneur Belmont observait la scène d'un sombre regard, sans trouver la force ni même l'intérêt de détourner ses yeux. Son inspiration s'était épuisée. À mesure que les solutions vraisemblables se raréfiaient, Belmont sentait croître en lui une apathie qui lui susurrait, d'une voix de plus en plus convaincante, d'abandonner ses efforts. L'ermite devenait également pour lui une obsession qui ne laissait place dans son esprit qu'à l'idée de retrouver sa fille. Il dut donner congé à ses hommes et se retirer au château, où il se serait efforcé d'esquisser un nouveau plan. Mais dès qu'il franchit le seuil de sa demeure, il ne fit que ruminer ses déboires jusqu'à la tombée de la nuit, où il s'égara dans un sommeil tourmenté. Il se retourna dans son lit, ne trouvant aucun repos. Il voulut réveiller sa femme, mais il ne la trouva point à son côté. Belmont parcourut le château à sa recherche, arpentant chacune des pièces caverneuses qui constituaient sa demeure. Même la forteresse de pierre qu'habitait Belmont, qui était en apparence, ou du moins symboliquement, intouchable, succombait à l'esprit délétère du marécage. L'air y était froid et humide, et certaines des dalles s'enfonçaient dans le sol trop meuble. Par leurs interstices s'infiltraient de minces filets d'eau qui menaçaient d'éroder lentement les fondations du bâtiment. Le château semblait depuis toujours s'engouffrer dans le marécage, mais cette nuit, il paraissait plus que jamais sur le point de disparaître sous le limon. Seigneur Belmont aperçut la porte d'entrée laissée ouverte et les traces de sa femme dans la boue. À quelques pas de la porte déjà, il devenait difficile de les repérer dans l'obscurité. Il s'équipa donc d'une torche avant de partir chercher sa bien-aimée.